Donc je suis très content parce que d'abord ici il y a plein de gens que je connais. Il y en a, j'en ai dit un tout à l'heure, que j'avais rencontré il y a 20 ans au CIUS. D'autres, on s'était rencontrés en Maurienne il y a je ne sais pas combien d'années, une quinzaine d'années. Et puis surtout, on vient de passer 2 jours là, dans le pré-colloque avec une centaine d'entre vous. Là, on a fait des débats scientifiques extraordinaires pendant 2-3 heures avec Yvan. C'était un plaisir pour nous, tellement l'ambiance était super sympa. Alors ces gens-là, ce sont des observateurs redoutables. Hein. Ils pourront dire, si je raconte des balançoires, alors ils lèveront les mains, ils diront non, c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Hein, donc ils interviendront s'il y a besoin pour rectifier. Alors, ce que je vous propose, ça va se faire en 3 temps. Premier temps, 4 parties, mais 3 temps. Premièrement, philosophie des savoirs et des sciences. C'est parce que le débat scientifique, c'est pas une méthode, pas un truc. Hein, c'est essentiellement une philosophie. C'est une autre façon de concevoir et le savoir, et le sujet élève, et le citoyen. C'est quelque chose qui est beaucoup plus global que on en a l'impression si on se dit bon, ben, c'est donner la parole aux élèves. Hein. Après ça, on essaiera de mettre en pratique entre nous. Alors, on ne peut pas faire des débats scientifiques ici parce qu'on n'a pas le temps. Dans le tricologue, on avait le temps d'en faire, donc là, on ne pourra pas en faire. Mais on utilisera le procédé qui est le suivant. C'est le débat pour comprendre, on cherche à se comprendre. C'est une chose qui est si rare dans les débats qu'on voit. Pour comprendre, on dit aux autres, voilà, moi j'ai entendu ça, j'ai retenu ça, j'ai vu ça. Et en même temps, ça m'interpelle, et en même temps, je suis d'accord, en même temps, je ne suis pas d'accord. Et je voudrais essayer de dire aux autres où j'en suis. Et en disant aux autres où j'en suis, eh bien, je sais un peu mieux où j'en suis du coup moi-même. D'accord. Donc, vous voyez, c'est ce procédé où, en essayant d'échanger avec les autres ce qui me paraît important à l'instant, je comprends un peu mieux ce que je comprenais à moitié avant. Et puis après ça, on atteindra la deuxième partie qui est la composante psycho-affective et éthique, qui est absolument déterminante dans cette affaire-là. C'est-à-dire que si on ne gère pas l'affectif d'un groupe, et si on n'a pas une perspective éthique derrière, le débat scientifique, c'est un gadget qui ne marche pas. Ça ne tient pas, ça marche une fois, 2 fois, puis on arrête, parce que le jeu ne vaut pas la chandelle. Et puis on essaiera, j'espère, si je suis assez économe en temps, d'avoir à la fin encore un petit moment de débat sur le débat. Alors, juste, avant de démarrer, il faut que je vous dise d'où ça sort. Cette théorie, en gros. Elle sort, en gros, pour moi, hein, dans ma conscience, des années 55, du siècle précédent. Hein. Okay. Moi, je suis né pendant la guerre, hein, et en 55, je suis un gamin qui va à l'école, qui est très heureux dans la vie, qui fait plein de choses, des cabanes, des jeux, grimper aux arbres, dans les montagnes, etc. Ce côté-là, tout va bien, la vie est belle. Mais à l'école, c'est l'horreur. À l'école, c'est l'horreur. Parce que ce gamin ne comprend pas ce qu'on lui fait, ce qu'il dit n'a pas l'air d'être compris par les professeurs. Et donc, entre lui et eux, c'est pas grand amour, c'est même le grand désamour. Et à un tel point que, je me prends le souvenir, vers la fin de la classe de 5e, je dis à mon père, écoute, franchement, j'ai rien à faire à l'école. Chez le marchand de vélo, il trouve que je prépare bien les vélos, il est prêt à me vendre un apprentissage, etc. Et tout. Moi, je préfère quitter l'école parce que vraiment, là-bas, je fais quelque chose d'intelligent, à l'école, je fais des conneries. Et elles sont jugées telles par les profs. Alors bon, comme je suis mieux favorisé, mon père est philosophe, donc je reste à l'école. C'est mieux favorisé, c'est comme ça. Je vais faire de la philo. Et puis avant de mourir, mon père, qui était un gros fumeur, donc il a eu le cancer des fumeurs, il me dit, tu es idiot de me cracher comme ça sur la science. Parce que le monde d'aujourd'hui est scientifique, et si tu ne comprends pas comment marche la science, tu ne peux pas comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors bon, je l'écoute, et je vais faire un propédeutique scientifique, mathématiques générales et physique, alors que je ne comprends rien en maths, hein, et je les déteste, quelque part. Hein. Et alors, je vais avoir à ce moment-là 2 expériences qui vont être cruciales pour le débat scientifique. Ben, la première, c'est que j'ai décidé ce coup-ci que je voulais comprendre. Si je vais là-bas, c'est pour comprendre quelque chose. Or, je vais en cours, je ne comprends rien. Un premier procédé que j'ai trouvé à ce moment-là, qui est un peu le début du débat scientifique, c'est en sortant de cours, quand je rentre dans ma chambre, je dis maintenant, si tu rencontrais quelqu'un qui n'est pas venu à ce cours, qu'est-ce que tu pourrais lui raconter avec les mains? Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose dans le cours de maths, et qui se donne comme challenge d'essayer d'expliquer avec les mains ce qu'il a cru comprendre. Et ça va durer des heures et des heures, et ça va me faire comprendre des tas de choses. Alors, pas avec un résultat immédiat. À la fin de l'année, j'ai 3 de moyenne. Et puis, l'année suivante,
Je démarre avec 18, je redescends plus jeune en dessous, je suis pris enseignant-chercheur quelques années après, alors je n'ai même pas terminé ma licence. Donc c'est pas du tout pour me mettre en avant, c'est pour expliquer que, quelque part, dans le sujet qu'il ne comprend pas, il y a quelque chose, au fond lui-même, qui ne colle pas, philosophiquement parlant, entre ce qu'on est en train de lui proposer. Et puis, comme je devais gagner ma vie, j'étais en même temps surveillant, et puis professeur de maths. Hein. Ah, mais comme j'étais novice, on m'avait donné des mauvais élèves, toujours, hein, on donnait des mauvais élèves, quelqu'un qui n'y connaît rien. Hein. Alors il y avait les sixièmes classiques, les bons, latin, grec et tout, et puis les cons, les sixièmes modernes. Donc moi j'avais les cons. Hein. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que comme je les reconnaissais comme des frères, je les voyais, je me voyais moi-même à leur place. Donc j'essayais de leur expliquer tout ce que mes maîtres n'avaient pas fait. Donc des tas d'histoires, des trucs concrets, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors les gamins étaient fous de joie, ils m'aimaient bien, c'était sympa, puis je jouais avec eux dans la cour, etc. Et tout. Donc là, l'amitié est totale, mais alors, vis-à-vis des maths, on s'est fait le grand plat. Totalement plat. Hein. Bon, ça va durer un trimestre. Et je vais mettre un trimestre à réaliser que j'ai beau vouloir rentrer dans leur tête de force, je ne peux pas rentrer dans leur tête de force. J'ai beau essayer de me mettre à leur place, je ne peux pas y arriver. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'idée de génie qui est la suivante, c'est de dire, quand j'explique quelque chose, au lieu de répéter 3 fois la même chose, que c'est toujours un prof, quand il a été expliqué un truc, je n'ai pas compris, il redit la même chose, ou 3 fois, il est épuisé, tout le monde s'arrête. Hein, les élèves font semblant d'avoir compris parce qu'ils en ont marre, on répète. Et là, je change de braquet, et je dis, qu'est-ce qu'il pense avoir compris quelque chose? Alors, il y a toujours un gamin qui lève la main, et je dis, bah, tu vas expliquer aux autres ce que tu as compris. Et là, c'est une sorte de miracle qui se met en route. Bien entendu, il n'a pas compris. Mais enfin, moi, je sors de mon autisme, je commence à savoir ce qu'il n'a pas compris. Hein, puisqu'il s'adresse à ses potes et il leur explique ce qu'il a compris ou il n'a pas compris. Et puis les autres, au lieu de dormir en attendant que ça passe, eh bien, ils interviennent pour lui dire, eh bien, oh, je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes. Donc voilà, le début du débat scientifique, c'est ces deux choses-là qui me disent que quelque part, il y a un acte du sujet à faire pour pouvoir comprendre ce qui vient de l'extérieur. Alors à partir de là, eh bien, on va mettre en place des débats scientifiques, ça va durer une quarantaine d'années, pendant toute mon travail d'universitaire, je fais mes cours depuis la 6e, quand je travaille avec des profs du secondaire, jusqu'à la préparation à la grève, sous forme de débats scientifiques. Et là, je comprends un certain nombre de choses, mais il y a plein de choses que je ne comprends pas toujours. Puis après ça, je vais à la retraite, donc je dis que je dois écrire. Alors, avec des collègues, on a écrit 600 pages, mais c'est illisible. Et puis, maintenant, on s'est mis dans l'idée qu'on va aller pouvoir écrire ça en 20 pages. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit que dans 1h30, je vais pouvoir vous dire l'essentiel. C'est un peu complètement dingue. Hein. Bon, alors, ce que j'ai beaucoup apprécié ces dernières années, c'est que je suis souvent travaillé chez Yvan, qu'il accepte. Hein. Et puis, ça nous permet comme ça tout le temps d'être observateur plutôt qu'acteur. Ça m'a permis de comprendre des tas de choses. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire sur l'histoire du débat scientifique tel qu'il va arriver maintenant. Alors, dernière chose que je n'ai pas dit, mais qui me paraît importante, c'est que Philippe Mérieux a débroussaillé la moitié du boulot hier. Parce qu'en gros, il a dit les 3/4 de ce que je vais vous dire maintenant. Autrement, là, on n'est pas du tout les mêmes, tous les deux, mais quelque part, ce qu'il va dire et ce que je dis, ça se ressent curieusement. Il a dit des choses que je ne dirais pas, il n'a pas dit certaines choses que je dirais, mais sur le fond, il a brassé les idées, et je pense que c'est intéressant pour ceux qui étaient derrière, de voir comment la même chose peut être dite très différemment par des auteurs différents. Mais quelque part, alors justement, il a beaucoup utilisé l'épistémologie, il n'a pas redéfini, c'est tellement central dans cette histoire-là, que je me permets de le redéfinir, pour qu'il n'y ait pas de malentendu vis-à-vis de ce mot-là. Alors, a priori, ça vient du grec, et puis c'est la science, le gros, c'est le discours. Donc, en gros, c'est le débat scientifique, hein, c'est quand on débat sur la science, est-ce que ceci est scientifique ou non, et c'est l'étude critique d'une science. Hein. Ses fondements, ses règles de fonctionnement, ça c'est des épistémologues. Dans les catégories, nous, ce qui nous intéresse, c'est être épistémologue. C'est-à-dire être épistémologue en tant que professeur, et être épistémologue en tant qu'élève. Hein, le gamin Marc, quand il avait 12 ans, c'était un épistémologue. Il ne s'en rendait pas compte, il ne savait pas, hein, comme Jourdain avec la prose. Hein. Ok. C'est-à-dire qu'il passait son temps à se poser la question à quoi ça sert ce truc-là. Pourquoi? Parce que la seule chose que j'avais compris en étant gamin, c'est un, que je ne comprenais pas, c'était quelque chose d'énorme, hein, et deux, que les bons élèves ne comprenaient pas beaucoup sur moi. Parce que là, quand on est mauvais élève, on est au fond de la classe. On regarde, il y a ceux qui sont devant,
faire des beaux sourires au prof à chaque fois qu'il fait un sourire, le prof est tout content, puisqu'il a des sourires radieux devant lui, ils acquiescent avec la misogynie avec la tête et tout, et vous, au fond, vous regardez ce petit truc-là. Alors, de temps en temps, quand même, à la fin de la classe, j'allais les voir, je me disais, t'as compris ce qu'il a raconté, le prof? Oui, oui, c'est évident. Bon, alors, tu peux m'expliquer? Ah ben oui, tu fais ci, tu fais ça, ça marche. Je dis, ben, je ne suis pas complètement con, j'ai compris ça. Mais pourquoi? Ah, la question qu'il ne faut pas poser. Les bons élèves savent ce qu'il faut faire, ils ne savent pas pourquoi il faut le faire. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Et ça, ben, c'est universel. C'est pas simplement à la petite école, ça continue jusqu'au bout. Donc, quelque part, il y a cette notion d'épistémologue, c'est quoi? C'est à propos d'une activité, ben, c'est se porter un regard critique sur son fonctionnement. C'est oser regarder le cours en disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se poser la question, comment ça marche? À quoi ça sert? Sur quoi ça repose? Quel est le sens, la portée, l'utilité, tout ça? Vous voyez, souvent, les gamins qui sont mauvais à l'école, ils se posent des tas de questions comme ça. Les bons élèves, souvent, ils s'en sortent parce qu'ils ne se posent pas ces questions. C'est important parce que le professeur l'a dit, bon point. C'est important parce qu'il faut le réciter et terminer. Ça n'a pas besoin de plus d'explications. Donc, quand t'arrives les X et les Y, on ne sait pas trop ce que c'est, eh ben, c'est pas grave, on met X d'un côté, on met pas X de l'autre, et puis on trouve X également, et puis c'est pas un problème. Et puis, d'autres gamins disent, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Alors, c'est ça l'épistémologie, en gros, et tout le travail du débat scientifique, ça va être de faire fonctionner cette épistémologie, c'est-à-dire que sans arrêt, l'élève va se poser la question, finalement, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est sa portée? Quel rapport avec le réel, etc. Alors, question épistémologique initiale. Qu'est-ce qui rend souvent un cours magistral ennuyeux, incompréhensible, voire inutile? Bon, ça c'est universel. Très souvent, les cours sont emmerdants, on n'y va pas, ou on y va, mais on fait autre chose, etc. et tout. Ça sert à rien, et du coup, en TD, on refait le cours, ce qui fait que c'est le cours 10, mais en plus court, et c'est juste pour faire les exercices pour l'examen, etc. Mais qu'est-ce qui le rend? Le point de notre est de prendre conscience que, par essence, c'est le plus souvent un cours, c'est des réponses achevées à des questions qu'on ne s'est pas posées. La plupart du temps, le prof, il résout un problème, mais il n'y a pas de problème. Il y a eu qu'un inventeur, mais il n'y a pas de problème pour l'étudiant. Okay, c'est de donner des façons de résoudre, alors qu'on ne s'est pas frotté à la difficulté d'essayer de trouver quelque chose. Donc les techniques arrivent. Bon, comme j'ai vu arriver les X, le jour où le prof elle les a amenés, il a dit, bah, c'est bien parce que maintenant il n'y aura plus besoin de réfléchir. J'ai dit, super, vraiment on a gagné. Okay, bon. Et des concepts et des théories qui mettent de l'ordre dans un désordre. Il n'y a pas de désordre. L'intérêt d'une théorie, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre. Puisqu'il n'y a pas de désordre, ça sert à quoi? C'est le vide. Et donc le problème épistémologique, c'est que la plupart du temps, eh bien, c'est que le cours risque de partir d'un vide sur les sujets propres. Et donc toute l'idée du débat scientifique, ça va être de dire, le cours, on ne va pas le mettre à la poubelle, le cours magistral, c'est indispensable. Personne ne peut donner le texte du savoir en dehors du professeur. Aucun élève ne peut donner le texte du savoir. Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de faire le cours à l'élève, c'est des gadgets qui ne marchent pas. Le cours doit exister, mais il ne doit pas arriver sur un vide épistémologique. C'est-à-dire, il doit être réponse à des questions qu'on se pose, il doit être une façon de résoudre des problèmes qu'on a tenté de résoudre, mais on n'y est pas arrivé. Et alors maintenant, la démonstration du prof, ça devient une merveille. Parce que ça fait un moment qu'on se casse la tête pour arriver à faire ce truc-là et qu'on n'y arrive pas. Voilà. Alors, s'il est aisé pour un non-prof d'apporter des réponses, c'est-à-dire donner le texte du savoir, eh bien c'est impossible pour lui d'apporter des questions. C'est ça qui est terrible dans le débat scientifique, c'est d'accepter cette idée que le plus important, nous ne pouvons pas l'enseigner. Parce que les questions, c'est quoi? Ben, c'est les questions d'une personne, c'est les questions d'un sujet. Et donc le sujet professeur et le sujet élève, ils sont sur deux planètes différentes. Donc les questions du professeur ne sont pas des questions d'élève. Même si on essaye de problématiser son enseignement et qu'on essaye de dire, voyez, la seule question qui compte, c'est celle que je me pose. 20 minutes. Alors, 20 minutes. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai déjà pris du retard. Bon, ok. Non, mais il surveille parce qu'il connaît le truc. Voilà. D'où les injonctions paradoxales. Posez-vous des questions, etc. Donc du coup, j'ai zappé. Allez, vas-y. Tu m'as troublé. Bon, voilà. D'où les injonctions. Réfléchissez. Posez-vous des questions. C'est comme demander à un type complètement dépressif, souriez. Bon, d'accord. Posez-vous des questions. Alors l'élève se pose la question, quelle question il a envie que je me pose, quoi. Ça n'a rien à voir avec une question qu'il se pose. D'accord. Donc il y a des tas de trucs qui sont faits. Posez-vous des questions. Réfléchissez. Alors moi,
Un gosse qui est ailleurs, parce que le mauvais élève, mine de rien, c'est quelqu'un qui complique les choses. Les problèmes de la classe sont simples parce qu'on a simplifié le réel. Mais le mauvais élève, il recomplexifie tout. Du coup, le problème qu'il a à surmonter, il est monumental. Alors, plus on lui demande de réfléchir, plus il va sur sa planète à lui, il s'éloigne de la planète prof. Donc, vous voyez que le divorce, il est assuré avec ce système-là. Alors, l'avantage ici, c'est que normalement, vous avez un certain nombre de questions. Donc, même si je pose des questions à votre place, j'aurais peut-être un peu moins de chance de me tromper, parce que vous venez ici, le réel dont on se préoccupe, le savoir dont on se préoccupe, c'est l'enseignement, et je pense que la plupart des gens qui sont ici se sont posés déjà beaucoup de questions. Donc, quelque part, on a un peu plus de chances de se rejoindre. Alors, le principe du débat scientifique, c'est de transformer la classe de l'amphi en une communauté intellectuelle de propositions argumentées. Donc, vous voyez, la classe d'amphi, il s'agit que ça devienne une communauté intellectuelle de gens qui font des propositions et qui argumentent. Je pense que, et voilà mes raisons. Donc, le débat scientifique, c'est d'abord restituer le sujet qui pense et qui a des raisons. C'est le sujet raisonnable qui est interpellé. Et j'ai le droit de penser ce que je veux, du moment que je peux argumenter derrière. Je n'ai pas le droit de penser n'importe quoi, il faut que je puisse le proposer. Afin que le débat des élèves, il fasse qu'il y ait des vraies questions. Et que quand le cours arrive, ça sera réponse à des questions des élèves. Donc c'est ça, le principe. Il s'agit maintenant de transformer nos élèves qui arrivent en cours, ils ne savent vraiment pas ce qui va se passer. Au lieu de les alimenter de questions qu'ils n'ont pas, il faut se faire en sorte qu'ils se posent des questions et qu'on puisse leur apporter des réponses. Voilà, pour comprendre comment un projet aussi utopique peut néanmoins être réaliste, posons-nous deux questions iconoclastes. Alors là, vous allez dire vraiment, mais il est complètement à côté de la plaque, ce pauvre grand. Alors, la question, qu'est-ce qui dans la vie peut le plus brutalement nous faire basculer du bonheur à la tragédie et vice-versa? C'est pas une interrogation écrite, c'est une interpellation. Et une autre façon de formuler cette question, c'est, en d'autres termes, quelle est la force et la fragilité de l'homme. Voilà. Nous sommes des êtres très bizarres, c'est qu'on peut très facilement passer du bonheur au drame, et repasser du drame au bonheur, et on est en même temps très solide, et en même temps hyper fragile. Alors, à partir de là, il y a sûrement des tas de réponses. Bien entendu, quand vous posez la question, je vais vous proposer ma réponse. Je suis un professeur comme tout le monde. Okay, donc, je vais vous proposer quelle est la réponse qui sert de pilier dans la théorie du débat scientifique. La réponse que je vous propose, c'est, en posant des questions, je prends le risque de poser des questions à votre place. Parce que pour certains d'entre vous, ce que je dis là, ça résonne. Donc, je leur dis, qu'est-ce qui fait passer de la tragédie au bonheur? C'est des questions qui se sont posées. Qu'est-ce qui fait qu'on est fragile et qu'on est en même temps très costaud? C'est des questions, puis il y en a d'autres pour lesquelles ça ne dit rien. C'est ça le problème, c'est que les questions du professeur ne sont pas forcément les questions des interlocuteurs. Voilà. Et bien, la réponse que j'ai retenue, c'est le fondement. Alors, bon, il y a un petit problème, c'est que, voilà, ça y est, le sens révélateur des savoirs. Voilà. C'est ça qui fait que l'homme est en même temps hyper solide et hyper fragile. S'il arrive à mettre du sens sur ce qu'il fait, il est capable de supporter des situations extraordinaires. Et s'il ne peut pas mettre de sens, eh bien, il se vide de son contenu. Il n'a plus d'âme, il n'est plus rien, il est d'une fragilité absolue. Et à ce moment-là, il ne peut plus être humain. Donc, quelque part, mon idée, c'est de dire, si nous créons des situations à l'intérieur duquel nos interlocuteurs trouvent du sens, ça sera dur, ça sera difficile, parce que c'est toujours difficile dès qu'il y a du sens, mais ça sera proprement humain. Et si par contre on les met dans ces situations où c'est dramatique, parce que vraiment quand on a l'impression que l'autre parle une langue qu'on ne peut pas comprendre, alors que normalement on devrait la comprendre. On a l'intelligibilité de tous les mots, mais on n'arrive pas à articuler ce qu'il y a entre les mots. Et bien à ce moment-là, on les met dans une situation inhumaine. Donc c'est cette vision du sens qui va être la direction dans notre affaire. Alors à partir de là, trois types de sens apparaissent. Comme l'homme a besoin pour vivre de donner du sens, il donne du sens à tout. On pourrait dire qu'il y a le sens ordinaire, celui qu'on fabrique systématiquement dès qu'on voit quelque chose, on lui donne du sens. Comme c'est fatigant de donner du sens, la plupart du temps, on prend ce que disent les voisins, ce que disent les préjugés, etc. C'est un sens dont on a besoin pour vivre. Si on ne l'a pas, la vie est insupportable. Donc il y a ce premier sens. Il y a le deuxième sens, c'est le sens scolaire. C'est celui qu'on apprend à l'école. Il y a une certaine façon de donner du sens. Moi, mes camarades qui étaient devant, ils donnaient du sens.
Il ne savait pas pourquoi, mais il donnait du sens. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un sens qui est possible sans comprendre le fond. Et à mon avis, c'est ça le naufrage de l'école. C'est qu'elle permet à l'élève de réussir, de savoir bien faire. Les tas de gens, par exemple, qui sont très bons en mathématiques, ils n'ont toujours pas compris ce que c'était que les mathématiques. Mais ils savent faire. Ils savent faire parce que tout est fait pour que ça puisse marcher sans le sens. Et c'est ça qui est terrible. C'est que beaucoup d'efforts pédagogiques qui sont plein de longueur, parce que quelque part, c'est pas pour embêter les élèves qu'on fait ça. Mais à force de désarticuler les choses, à force de les découper, à force que la question précédente est faite pour faire la question suivante, et ainsi de suite, y compris dans un problème d'agrège, eh bien, ça fait que, quelque part, on peut arriver à vivre sans le sens, c'est le sens scolaire. Et puis le troisième sens, celui qui nous intéresse ici, c'est le sens qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire qui vous donne une âme, qui fait que, finalement, vous n'êtes pas le clone d'un autre. Parce que les deux premiers sens, ils nous permettent d'être le clone les uns des autres. Okay, mais le troisième, non. C'est ce qui fait qu'on est une personne propre et qu'on n'est pas l'autre. On peut lui ressembler, mais on n'est pas lui. Et donc c'est cette chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on va appeler le sens profond. Alors, il faut lui donner une définition, parce que ce n'est pas parce qu'on l'appelle profond qu'il devient profond. Okay, donc la construction du sens profond, d'une idée ou d'une théorie, qui est proposée par autrui. Donc on est dans l'idée qu'il y a un autrui qui nous propose quelque chose. Et on voudrait construire un sens profond dessus. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir dire quand on dit qu'il est profond? Ben, ça veut dire qu'on va vouloir rentrer dans la pensée de l'autre. On veut connaître cet auteur. La plupart du temps, on ne connaît pas les auteurs des théories qu'on apprend à l'école. Mais on se dit, ça fait rien, je n'ai pas besoin de le voir. Je voudrais comprendre ce qu'il a pensé quand il a fabriqué ça. Hier, Philippe Naillet en a parlé de cette histoire-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, il a dit, en gros, on oublie un peu d'aller rechercher quelle était l'intention du créateur de la théorie. Mais si on n'a pas l'intention du créateur de la théorie, elle ne sert à rien. Elle n'a pas été fabriquée pour faire n'importe quoi. Un marteau, c'est fait pour planter des clous, c'est pas fait pour visser les vis. Donc il vaut mieux savoir à quoi ça sert avant de s'en servir n'importe comment. Donc cette idée de dire, le sens profond, c'est j'ignore qui a fait ce truc-là, mais je voudrais rentrer dans sa peau. Et je voudrais comprendre ce qu'il a essayé de faire en fabriquant ce truc-là. Donc on essaie de rentrer dedans, et puis à partir de là, eh bien, on dit, mais c'est un observateur du monde, comme moi, je suis un observateur du monde. Il voit les choses de la même façon que moi, et il les voit différemment de moi. Il faudrait que je comprenne pourquoi on est même et différent. Alors, à ce moment-là, pour cela, eh bien, je ne le suis pas aveuglément, je ne suis pas un lecteur passif de sa théorie, je ne l'applique pas comme ça, je refuse en gros de l'appliquer si je ne peux pas m'en servir, si je ne comprends pas ce que je fais. Tout ce que le bon élève accepte de faire, très facilement. Il accepte d'appliquer des théories qu'il ne comprend pas, du moment que ça marche, ça fait des bonnes notes à l'examen, ça tourne. D'accord? Et est-ce que ce qui est important pour lui est important pour moi? Vous voyez bien que pour le moment, moi, le sens, je vous dis que c'est important. Peut-être que pour vous, ça n'est pas. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Mais je fais comme si vous étiez moi. Mais ce n'est pas parce que je fais comme si vous étiez moi que vous êtes moi. D'accord? Donc il y a toute cette idée que j'accepte que l'autre est un observateur comme moi du monde, qui peut se tromper comme moi, donc. Mais ça m'intéresse de comprendre pourquoi on voit mêmement et on voit différemment. Et alors, à partir de ce moment-là, je cherche à découvrir jusqu'où va ce même et ce différent. Parce qu'à partir du moment où je vais comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, alors le début d'un accord est possible. Mais la plupart du temps, quand on est en disharmonie avec quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi on est en disharmonie, donc on profère des injures à son égard, enfin on le méprise, etc. et tout, parce qu'on ne veut pas accepter que c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Et qu'on va grandir tous les deux si on comprend pourquoi on n'est pas d'accord. Et puis peut-être qu'à terme on sera d'accord, mais ce n'est pas forcément tout de suite. Et ce n'est pas une nécessité. Pour grandir, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais c'est très intéressant de comprendre pourquoi on ne l'est pas. Voilà. Donc ici, c'est la même chose. Si vous m'écoutez béatement en disant tiens, il parle bien, ce gars-là, etc. et tout, ça ne vaut rien. Il n'y a pas de sens profond. Si à chaque fois que je dis quelque chose qui vous interpelle, vous dites oui, c'est exactement ce que je pense, mais ce n'est pas vraiment ce que je pense. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Alors là, vous fabriquez du sens profond. D'accord? Sur la notion de sens profond. Voilà. Alors, à partir de là, le cours classique exclut cette construction. Donc j'ai essayé de faire deux petits schémas. L'un qui résume le mécanisme du cours classique, qui fait qu'il est emmerdant et qu'il ne nous transforme pas, et le mécanisme du débat scientifique,
qui fait qu'il peut être passionnant, si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, ceux qui en ont vu, hein, et qui nous transforme. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'après un débat scientifique, on n'est pas le même qu'au début. Ça nous a fait bouger. Et pourquoi ça nous fait bouger? Justement, pour comprendre ce qui peut faire bouger, pour comprendre ce qui empêche de bouger. Alors, il y a un savant toujours au départ. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le savant? Il découvre la réalité. Hein. J'ai mis là avec des guillemets, etc. Et tout, hein. Mais en gros, en classe, il n'y a pas d'objection sur le fait qu'il y a une réalité. Hein. Alors à ce moment-là, quand il a fait ça, il transcrit ça dans un texte, c'est ce qu'on appelle le texte du savoir. Hein. Donc le savant, quand il a découvert une chose, il l'écrit, puis ça fait des équations, des machins en sciences et tout. Et puis à ce moment-là, après ça, il y a l'école qui arrive. Hein. Alors l'école, vous voyez, c'est une grande bulle qui est bien fermée, qui est très très loin de la réalité. Hein. Enfin, elle est bien opaque par rapport à la réalité. Hein. Ok? Il y a un professeur, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il énonce le texte, c'est la seule chose qu'il peut énoncer, parce qu'il ne peut pas énoncer les questions, il énonce les réponses. Hein, les réponses du chercheur. Okay, et puis à partir de là, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? L'élève, vous voyez, je l'ai mis à moitié dans l'école et à moitié en dehors de l'école. Hein, parce qu'il a toujours son smartphone dans la poche, à droite ou à gauche. Hein, okay. Alors, il est là, il est dans la réalité scolaire, il apprend le texte du savoir, donc très bien, hein, mais il l'apprend dans la sphère de l'école, c'est-à-dire le réel de l'école, c'est l'école. Hein, d'accord? Et puis, quelque part, on va lui interdire quelque chose, hein, c'est ce que faisait Marx, c'est d'introduire la réalité. Hein, parce que moi, j'introduisais sans appel la réalité en classe. Alors ça ne marchait pas, ce truc-là. Hein, d'accord? Les profs, ils n'aimaient pas beaucoup. Hein. Et puis, quelque part, l'élève, il n'est pas con, hein, puisqu'on ne peut pas parler du réel ici, on en parle, mais en dehors de l'école. Donc, le sens, on le fabrique là-bas. Ben là, on ne sait pas du sens qu'on fabrique. Hein. Grand point d'interrogation. Il se fabrique toute une série de sens sur le texte du savoir, mais à l'insu de tout le monde, puisque quand il faudrait interagir, on n'a pas le droit. Donc voilà, j'essaye d'expliquer en gros pourquoi le cours magistral ne transforme pas la personne, il lui permet de savoir des choses d'une façon et de les savoir exactement opposées d'une autre, parce qu'il y a deux circuits de construction de sens, le circuit interne à l'école, où les choses sont importantes parce qu'on a des bonnes notes, etc. Et puis le circuit externe à l'école, où on confronte un peu à ce que l'on vit, et à ce moment-là, il y a des petites choses qui ne coïncident pas. Voilà. Alors, question épistémologique cruciale, le sens profond, ça sert à quoi? Alors, pour qu'on s'en rende compte, on va faire une petite expérience. Vous avez tous été en physique, vous avez tous appris des trucs sur l'électricité, hein, il y a 4 grandeurs, il y a 4 concepts, la tension, la résistance, l'intensité et la puissance, hein, en gros. Et puis, il y a des formules qui lient ces 4 concepts. Hein. Donc ça, c'est complètement incompréhensible en termes de formules, mais en termes de concepts, ça a du sens. Hein. Okay, et le problème, c'est de savoir quel sens ça a pour nous, quel sens ça a pris pour nous. Hein. Okay, alors, à partir de là, est-ce qu'on pose la question, est-ce qu'on va pouvoir se dépanner quand notre batterie est déchargée? Alors, c'est ce qui m'est arrivé hier matin. Je démarrais, plus de batterie. Bon, pas grave. Je téléphone à mon ami Yvan. Lui, il a une voiture électrique, donc il connaît les trucs là. Hein. Alors, je lui dis, ma batterie est après. Il dit, pas grave, j'ai un chargeur, super. Démonte la batterie, amène-la à la maison. Bon, je lui dis, il est sympa. Donc, je démonte la batterie, je ne suis rien, elle est complètement déchargée. Hein. Elle ne vaut plus rien, elle est plate. Hein. Okay, donc, je la démonte, je la mène chez Yvan. Hein. Et puis, il me l'a ramenée ce matin. Donc, là, voilà, elle est là. Hein, c'est lourd. Voilà. Il m'a ramené. Alors, on va quand même vérifier qu'il a fait son boulot. Il m'a dit qu'il l'a chargé, mais je ne suis pas sûr qu'il la charge. Donc voilà, j'ai amené quand même de quoi tester si ça marchait son truc. Hein, voilà. Alors, je fais gaffe à ma peau. Hein. Alors, j'ai mis des trucs super, c'est bien isolé. On va regarder. Ah ouais, super. Hein. C'est un bon pote, hein. Bien, bravo. Hein. Elle marche bien, ta batterie, super. Mais alors, ce qui est emmerdant, c'est que maintenant, il va falloir que je la remette sur ma bagnole. Parce que c'est pas fait pour rester sur la table. Alors, pour la remettre sur la bagnole, vous voyez ce qu'il faut que je fasse. C'est qu'il faut que je mette dessus les cosses, hein, comme ça. Et puis, il faut que je boulonne les cosses. Hein, avec cette clé. Là, j'ai une clé qui va bien pour serrer les cosses. Hein. Et alors, vous voyez, quand je serre les cosses, c'est tellement que je risque de toucher les deux bornes. Hein. J'ai pas envie de mourir. D'accord? Donc, je vais vous demander un coup de main.
Je vais vous demander un coup de main pour qu'on puisse s'en sortir, parce que je ne sais pas si je peux remonter, ou alors il faut que j'achète une paire de gants super, etc. et tout. Je n'ai pas beaucoup de sous, donc je ne sais pas si je peux le faire. Hein? Alors je mets ma vie entre vos mains. D'accord? Question cruciale. Si je branche les coches de cette batterie à main nue, en utilisant une clé non isolée, donc en utilisant le bazar, hein, est-ce que je prends un risque? D'accord? Je vous demande un peu de m'aider là-dedans. Voilà. Alors, attends voir. J'ai perdu le bazar. Hein? Est-ce que je cours un vrai danger? Donc c'est un tabou, hein, la question maintenant. Hein. J'ai mis ma vie entre vos mains. Je ferai ce que vous décidez à la majorité. Vous avez des petits boîtiers de vote. Hein. Alors vous appuyez sur le bouton quand vous êtes proche pour la case. Et si vous changez d'avis, c'est le dernier vote qui compte. Hein. Ok? Alors on y va. Vous réfléchissez 2 minutes, hein, et dans 2 minutes, il faut prendre une décision, parce que sinon je me fais engueuler par arrivant. Hein. D'accord? Donc, si je branche les coches de cette batterie à main nue, hein, est-ce que je cours un vrai danger? Alors, oui. Bon, ben, je dirais. Hein. Non, surtout pas. Et puis, il y en a qui ne veulent pas trop s'impliquer. Vous n'avez pas envie de m'emmener au petit jardin, donc je ne veux pas prendre la responsabilité, vous votez C. Hein. Donc, voilà, vous avez A, ben, allez-y, vas-y, prends les coches, tu risques rien. Hein. B, fais gaffe, tu vas mourir. Et C, moi, je ne veux pas être là-dedans. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... Ok. Elle marche bien, la batterie, vous l'avez vu, hein? Ok. Donc c'est le problème, savoir est-ce que je peux prendre le risque de toucher les 2 coches et puis de me retrouver à l'hôpital, hein? Ou est-ce que non, je prends aucun risque et puis vous ne voulez pas vous risquer. Donc vous votez et nous on regarde, il y a déjà 160 personnes. Ça monte, tenu. Ça monte, hein? Alors c'est pas mal ce petit truc-là parce qu'on sait vite combien de gens ont voté. 215. Allez-y, allez-y, hein. C'est moi, c'est ma vie qui est en danger, c'est pas la vôtre. Hein. Allez. Ça y est, vous avez tous pris vos responsabilités? À ton avis, on est combien? On va considérer que c'est bon? Allez, dernier moment. Allez, dernier moment pour prendre votre décision. Enfin, pour prendre la décision à ma place. Voilà. Alors, il y en a 25% qui me disent fais gaffe. Il y en a 41% qui me disent non, ça risque rien, allez-y. Hein. Non, non, il n'y a aucun danger, donc à la majorité, pour le moment, j'y vais. Hein, okay. Et puis, il y en a 34% qui ne veulent pas prendre de responsabilité. Alors, avant de risquer ma vie, je vais quand même vous poser une deuxième question pour savoir quel danger je cours. Hein. Alors, à votre avis, s'il y a un vrai danger, est-ce que c'est le danger de s'électrocuter ou est-ce que c'est le danger de se brûler? Parce que j'achèterai pas des gants de la même façon. Hein. Si c'est de s'électrocuter et c'est des gants caoutchouc, ça va bien. Se brûler, je prendrai des gants ignifuges super costauds. Ça y est, on est à peu près le cas. Ça commence à se stabiliser, dernier moment. Allez. Est-ce qu'on va mourir électrocuté ou mourir brûlé? Puisqu'à la majorité, il faut que j'y aille, hein, parce que je m'exécute. Hein. Je ne suis pas comme Fillon, moi si j'ai dit que je démissionnais, je démissionne. D'accord? Alors, je ne suis pas dans la merde. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais faire ce que vous m'avez dit. Hein. Allez. Ah, si vous avez le cœur un peu léger, vous ne regardez pas. Hein. Ah, ça va bien. Hein. Mais pourtant, elle est chargée. Hein. Enfin, c'est peut-être déchargé entre les deux. On va vérifier quand même, c'est pas déchargé. Hein. Voilà. Ça va. Oh, même. Allez, c'est parce que j'ai des mains intelligentes. Hein. Appuie pas. Bon. N'appuie pas. Ça fume un peu là, ça c'est énorme parce qu'elles sont moins résistantes que moi. Hein. Alors est-ce que je risque de me brûler? Hein?
Je lui ai dit que j'avais une clé, elle me dit tiens ma clé. Hein. Et puis, je tiens aussi à la batterie, je ne voudrais pas la fusiller. Alors, je vais remplacer la clé par un fil de fer. Hein. Et puis je vais voir si je risquais de me brûler des fois que ça touche. Hein. Alors, allons-y. Voilà. Hein? Voilà ce qui serait passé si ma clé était tombée entre les deux cloches et que j'avais voulu récupérer la clé. Vous voyez mes mains un peu? Ça va? Ça brûle? Maintenant, la question c'est, est-ce que Yvan risque de se brûler? Bon, alors... C'est surtout qu'il y a le pompier dehors. Il a déjà cliqué quand on a amené une batterie. Oui, déjà, ils n'ont pas voulu me laisser rentrer avec la batterie parce qu'ils pensaient que c'était une bombe. Mais... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette histoire de batterie, etc. Qu'est-ce que j'essaie de faire passer? Ah, oui, si j'ai mis le paquet, quand même, c'est parce que c'est important pour moi. C'est le sens profond. Qu'est-ce que c'est le sens profond? Ben, c'est transformer ces formules là-bas qui n'ont aucun sens en quelque chose qui a du sens. Le physicien, quand il a inventé ces grandeurs, il avait une petite idée derrière la tête. Hein. Okay. Et il voulait justement qu'on comprenne. Hein. Alors, si on est en sens scolaire, on n'a plus que les formules. Hein. Et si on n'a plus que les formules, alors, bon, on va sauter ça, hein, Miguel, un peu. Hein. Alors, si on n'a plus que les formules, on rentre les trucs. Hein. On dit alors, si c'est un bonhomme, eh ben, la résistance, elle est énorme, hein, c'est au moins 1000 ohms, hein, un homme, et alors s'il est mouillé, c'est un petit peu moins, hein, okay. Et donc la puissance c'est 0,14 watts pendant 5000 heures, on a le temps de dormir, hein, okay, hein. Avant que la batterie soit déchargée, on peut rester collé sur la batterie pendant 5000 heures, ça ne bougera pas. Hein, okay. Et puis si la clé métallique, alors à ce moment-là, la résistance est très faible, hein, parce que justement c'est un bon conducteur, hein, et à ce moment-là, la puissance développée, c'est 144 000 watts. Hein. Ok, je sais pas. Alors ça dure pas longtemps, pendant 20 secondes, hein, puis un peu moins d'ailleurs, parce que la batterie explose si on met un vrai. Si au lieu de mettre un fil, on met un truc, elle explose parce qu'elle chauffe trop, etc. Voilà. Alors, vous voyez, tout ça, on l'a à l'école. Hein, mais on n'en a pas gagné pour autant. Alors si, il y a certains qui avaient prévu hein, qu'on allait se brûler, etc. Hein, d'accord, donc il y en avait qui avaient bien senti ce truc-là. On n'était pas tous sans sens profond. Hein. Mais un grand nombre d'entre nous, ben, on pense que c'est dangereux, et on pense que c'est dangereux pas au bon endroit. Hein. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va s'électrocuter et on ne pense pas qu'on va se brûler. Donc voilà, l'idée du sens profond, c'est de dire, ben, quand j'ai ce truc-là, hein, et alors, bah oui, ça sert à quoi tout ça hein, okay, et on passe au cours suivant, puis après ça on va faire la mécanique quantique, etc. Hein, okay. Alors il faut faire parler les résultats. Le sens profond, c'est faire parler les résultats. Hein. C'est de dire, ben, écoutez, quand même, 0,14 watts, moi j'ai jamais vu une ampoule qui marquait 0,14 watts. Hein. Donc toutes elles font au moins 30 watts, 50 watts, etc. Et tout, donc il n'y a rien à craindre. Par contre, 144 000 watts, hein, si je transforme, ça fait 144 kWh. Si je transforme en unité qui a du sens pour moi, c'est les chevaux. Hein, les chevaux qui font marcher les voitures. Hein, okay, c'est 200 chevaux. Hein. Une batterie comme ça, vous la mettez en circuit, c'est un moteur de 200 chevaux lancé à fond, en termes d'énergie disponible à ce moment-là. Donc là, on se rend compte que c'est monstrueux. Hein. Si on met un bon conducteur entre les bornes d'une batterie, c'est une catastrophe. Si on met un mauvais conducteur, il ne se passe rien. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin hein, là-dessus, simplement pour dire voilà ce que c'est que le sens profond. C'est ce travail qu'il faut faire sur le texte du savoir. Le texte du savoir, il est simple à connaître et à appliquer. Et le sens profond, c'est une création de l'individu qui va dire tout ça, je veux que ça parle, je veux que ça me dise quelque chose sur la réalité, etc. Voilà. On en est où, disons Non, on en est à peu près à 40 minutes. C'est-à-dire on a 10 minutes de retard. À 10 minutes près, hein bon, ok. Alors, non, mais il a raison de nous surveiller, sinon, après ça, on nous disait tout foutre à la poubelle parce qu'on n'a plus le temps. Alors, je vous propose d'effectuer un triple retournement épistémologique. Alors, vous savez, ça lui pète 3 fois, mais c'est plus que 3 fois. Hein. Alors, au lieu de regarder la réalité comme totalement objectivable, ce que, en gros, l'humanité nous fait croire en croyant les scientifiques. C'est scientifique comme c'est vrai, c'est mathématique comme c'est vrai, etc. Quelque part, il y a une sorte d'illusion que le scientifique serait celui qui est allé capable d'aller voir quelque chose qui n'est peut-être pas visible. Hein. Bon, la science comme la description fidèle, bien entendu, sinon c'est pas scientifique. Hein. Et puis le savoir comme ce qu'il faut retenir. Hein. Donc ces 3 visions qui sont très très répandues, notamment à l'école. Hein.
Il y a une réalité, le savant scientifique la découvre, la décrit proprement. Après ça, une fois que c'est décrit proprement, il n'y a plus qu'à l'apprendre, puis on a gagné. Il y a un peu l'économie du truc, hein, on a gagné formidablement. Hier, on discutait, ou hier ou avant-hier, on discutait à propos de l'univers scientifique. Je me permets de faire cette allusion. À Chamonix, il y a une aiguille, l'aiguille du Midi. On peut monter l'aiguille du Midi par le téléphérique, ça prend 20 minutes, une demi-heure. Ça coûte des sous, mais ça prend 20 minutes, une demi-heure. On peut y monter en escaladant. Ça prend 15-16 heures. Et quand on arrive au sommet, on est au même sommet. Et on n'est pas les mêmes. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans l'enseignement. Et le sommet, là, on a le résultat, on a le texte du savoir. Mais comment on est arrivé au sommet du texte du savoir? Par le téléphérique, c'est l'école telle qu'elle existe, ou en grimpant, c'est plus long, c'est plus difficile, mais ce n'est pas la même personne qui arrive au sommet. On est au même sommet, mais on n'est pas le même. Vous voyez, si on arrive à comprendre que... si j'arrive à faire comprendre là-dessus, bon, ben, on peut s'arrêter. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est l'univers? Reconnaissons humblement que la réalité, personne ne la connaît, sauf Dieu s'il existe, mais en dehors de lui, personne ne peut prétendre la connaître, sauf être un farceur. Hein. Ok. Au mieux, ce qu'on peut faire, c'est essayer de dire comment on la comprend, cette réalité. C'est ça qui est intéressant dans la science, c'est de dire, la science, ce truc-là, cette réalité, je ne la connais pas, je vais essayer de la découper, j'en découpe un morceau, je vous dis comment je découpe, et puis si vous découpez comme moi, ben, vous allez peut-être voir à peu près la même chose que moi. Mais si vous découpez autrement, ben, vous verrez autre chose. Donc, vous voyez que ça rend beaucoup plus humble. Hein. Nous, notre réalité, c'est l'enseignement. Hein. Bon, et là, depuis un moment, j'essaye de découper le réel de l'enseignement pour vous proposer une façon de créer un autre réel que celui qu'on a l'habitude de regarder quand on regarde l'enseignement. Hein. On a une réalité de l'enseignement qui est celle qu'on hérite du fait qu'on a été élève, qu'on est dans un milieu professionnel qui a des habitudes et des coutumes. Et là, je vous propose une nouvelle réalité qui n'est pas mieux que la précédente. Simplement, elle a l'avantage de décrire comment elle a découpé l'élève, comment elle a découpé le sujet pour le rapprocher du savoir. Okay, c'est la seule différence qui est entre les deux. Alors, il s'agit maintenant d'arriver de le découper de telle façon que ça ne sera pas contradictoire avec ce qu'on vit, ce qui ne se passe pas du tout pour le moment, hein, parce qu'à l'école, l'élève a deux théories, la théorie de l'école et la théorie qu'il a prise par le circuit extérieur. Hein. Et quand ils sont contradictoires, eh bien, quand il y a le prof, c'est la théorie de l'école qui l'emporte, et quand le prof est parti, c'est l'autre qui prend le dessus. Hein. Donc dans la vie, c'est la théorie qu'on s'est fabriquée à l'extérieur de l'école qui prend le dessus. Donc de façon non contradictoire, et avec une distance telle qu'on puisse arriver à comprendre que l'autre ne comprend pas comme nous. C'est ça qui est intéressant dans toute cette histoire. C'est de s'habituer à dire le réel n'existe pas, chacun d'entre nous, on en a une vision, mais si on décrit comment on le fabrique, alors peut-être qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. C'est ce que je vous ai dit au départ. Hein, okay, voilà. Alors, un petit rien qui change tout. Mais je vous jure que si vous faites ce petit changement, ça va beaucoup bouger, ça va faire beaucoup bouger tout. Au lieu de regarder le savant comme une sorte de génie désincarné, hein, ayant éliminé toutes ses émotions, les matheux vous font croire ça. C'est des émotifs, les matheux, comme les autres. Hein. Mais les émotions, c'est bien pour eux. Hein. Okay. Hein. Dès qu'ils trouvent un truc, ils vont regarder le type du bureau voisin. Regarde, je croyais que ça marchait comme ça marche autrement, etc. Et tout. Les émotions, il en a plein. Hein. Mais quand il est professeur, il n'a plus d'émotions. Ça va, c'est trivial, c'est évident. Hein. On peut revenir à l'étymologie du mot savant, qui vient du latin, du verbe latin, chercher la saveur. Et je vous propose, moi, d'essayer de voir comment le réel de l'enseignement change si on regarde le savant comme un chercheur de saveurs. Le savant, c'est quelqu'un qui cherche des saveurs et qui, lorsqu'il trouve une saveur, au lieu de dire ça sent bon, il dit merde, est-ce que je pourrais l'expliquer cette saveur? De façon à ce que d'autres puissent la ressentir. Parce que c'est ça l'intérêt en gros de l'explication, c'est que ce qui était savoureux pour moi peut devenir savoureux pour un autre si par le texte du savoir, il a accès à ce qui m'a donné accès à la saveur. Donc vous voyez, le mécanisme qui est proposé, le savant c'est un humain comme les autres, il est émotif, il regarde le monde, il dit tiens ça m'intéresse, hein, c'est passionnant. Si vous écoutez des chercheurs discuter entre eux, ils passent tout le temps à dire ça serait super s'il y avait ça serait emmerdant s'il y avait ça, etc. Ils sont tout le temps en train de goûter des saveurs entre eux. Hein. Mais avec les élèves, c'est différent.
Voilà. Alors, les émotions ressenties. Il aborde un texte du savoir dont le sens profond, j'ai de rendre compte, c'est ça. Donc vous voyez, on est en train de fermer le circuit. Hein. Il y a le savant, hein, il a des saveurs, il fait un texte. Et après coup, si en redécoupant le texte, en revenant sur l'origine du texte, on retrouve les saveurs, alors l'école a joué son rôle à plein pot. Hein. C'est super à ce moment-là. D'accord? Voilà. Dans ce travail, le savant pense de pair avec sa raison et ses émotions. Vous ne pouvez pas comprendre les maths si vous n'avez pas beaucoup d'émotions. C'est impossible. C'est impossible. Alors, on peut beaucoup sentent des émotions négatives. Hein. Si on sent le roi des cons, c'est une émotion, mais c'est pas terrible. Hein, ça. Ok? Alors, le savant, quand il ressent ses émotions, il se transforme. Et en écrivant le texte du savoir, il change son regard sur le monde. Vous voyez, c'est l'histoire de monter, elle se met les par périphérique, on ne change pas. On monte par la paroi, c'est long, mais on se transforme. On n'est plus le même quand on arrive en haut. Hein, en haut. Donc le savant, en grimpant tout doucement vers son texte, en le fabriquant, eh bien, il n'est plus le même. Il ne voit plus le monde de la même façon. Il n'a même plus les mêmes odeurs, il n'a même plus les mêmes saveurs. Ça a changé entre les deux. Hein. Ce qui était super à un moment, c'est devenu un peu plus fin, un peu plus délicat. Hein. Okay, ses intuitions et saveurs s'affinent, ses erreurs grossières d'appréciation se corrigent. Et au début, il se rend compte qu'il s'était complètement planté. C'est pas grave. C'est parce qu'il s'est planté qu'il a pu avancer. Un matheux, un physicien, en gros, 90% de ce qu'il trouve, c'est du faux. Mais si vous retirez les 90% de faux, vous n'avez rien. Donc c'est le déchet, là, le petit bout qui reste, qui est intéressant, mais qui demande beaucoup d'erreurs pour que ça marche. Voilà. Alors, l'objectif du débat scientifique, ben, c'est permettre aux classes en fil de se comporter en communauté de savants. Donc oui, c'est le retournement épistémologique que je vous propose. On va voir le savant autrement que comme cette sorte d'être désincarné qui aurait le génie de trouver ce que personne ne peut trouver. Le savant, c'est vous, moi, à partir du moment où on cherche les saveurs et que quand on en trouve, on essaie de les expliquer. Hein? Donc le savant devient accessible, et à ce moment-là, nos élèves peuvent devenir des savants. Et le principe du débat scientifique, c'est de dire, mon groupe d'élèves, je vais essayer de le transformer en un groupe de savants, qui vont se comporter comme des savants, mais aussi se comportent comme des savants, et bien ils vont se transformer. Ils ne peuvent pas être les mêmes à la fin qu'au début. Parce qu'ils vont dire des conneries, ils vont les corriger, et en les corrigeant, eh bien, ils vont se transformer. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'école, l'erreur, elle est éradiquée, on l'élimine. Mais c'est que par l'erreur qu'on comprend. C'est que quand on comprend pourquoi on s'est trompé, qu'on se trompe un petit peu moins. Hein. Voilà. Alors, qui se transforme et construit collectivement. La construction collective du sens profond. C'est pas du tout arriver au même sens pour tout le monde. C'est utiliser l'autre pour comprendre ce que je ne comprends pas. Donc c'est cette idée que c'est ce que chacun va pouvoir faire quand il est à confronter ses idées avec celles de ses pairs, pas celles du professeur, et avec celles du texte du savoir. Donc il a deux confrontations à faire. Je pense ça, tu penses le contraire. Et je voudrais bien savoir pourquoi tu penses le contraire. Et puis finalement, est-ce que ce qu'on pense l'un et l'autre, ça a un rapport avec le texte du savoir? Voilà. Et c'est ça la construction collective du sens profond. C'est essayer d'utiliser les pairs pour se poser la question, ce qui est dans ce texte, ça doit avoir du sens. Pour le moment, toi tu dis ça, moi je dis le contraire, finalement on a peut-être tous les deux, c'est autre chose. Hein. Okay. Et alors, ben, c'est pas le même pour tous, c'est pas grave. Hein. On n'est pas en train de demander que tout le monde ait le même sens profond, tout le monde aura fait un sacré montée en puissance s'il est arrivé à avoir ce qu'il pensait. Alors, je vous propose maintenant un petit schéma, j'ai travaillé, je ne sais pas combien, peut-être au plus de 8 jours pour le fabriquer, c'est là. Hein. Si vous le comprenez, à mon avis, vous avez tout compris sur le débat scientifique. C'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Hein. Ça fait quand même 50 ans que je travaille dessus, et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, on part toujours d'une certaine réalité. Mais vous voyez, elle n'est pas carrée. Hein. Elle est un peu, la réalité, bon, elle est ce qu'elle est. Hein. Par exemple, nous, notre réalité, c'est le monde de l'enseignement. À partir de là, il y a un savant, toujours, un peu plus cornu, hein, qui cherche à lui donner une certaine intelligibilité. Parce que c'est ça le travail du savant. C'est dire le monde, a priori, le monde n'a pas de sens. Bon, si vous voulez m'expliquer quel est le sens intrinsèque du monde, vous le ferez, on le fera après, mais je pense que là, ça va être difficile. Hein. Donc on va partir du principe que le monde n'a pas de sens, mais qu'on peut lui donner un sens. On peut lui donner une certaine façon qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Et que tout ne tombe pas du ciel. Donc il cherche ça, c'est ça qu'il est, il est à la recherche de ça. Et en cherchant ça, ben, il découvre des saveurs. Alors j'ai mis des petits cœurs,
hein. Et puis à ce moment-là, ben, il théorise et il crée une nouvelle réalité, plus abstraite. Hein. Oui, alors c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que quand on dit à nos élèves, réfléchissez, soyez concrets. Mais non, nos savoirs ne sont pas concrets. C'est des mondes fabriqués. Hein. Tous nos savoirs, ce n'est pas la réalité. Il parle de la réalité, il essaye de la comprendre, il essaye de lui donner un sens, et on fabrique un nouveau monde, qui est le monde des physiciens, des biologistes, des historiens, des géographes, etc. Et chacun se crée son petit monde à lui, et il a raison, hein, mais il ne faut pas faire semblant que c'est le monde ordinaire. C'est pas vrai, c'est pas le monde ordinaire. C'est un monde totalement créé. Alors, à ce moment-là, il rédige un texte du savoir, bien entendu, comme dans l'autre système, et le professeur, il est au courant du texte du savoir, normalement, a priori, s'il est professeur. Hein. Ben, lui aussi cherche des saveurs, c'est-à-dire il va regarder, et dans ce que je sais, est-ce qu'il n'y a pas des trucs savoureux? En gros, dans un programme, vous avez 4-5 grandes saveurs, hein, pas plus. Hein. Okay. Hein. Il cherche les saveurs accessibles pour lui, d'abord, pour lui, et après ça, pour les élèves. Hein. Et puis, une fois qu'il a trouvé ça, eh bien, il organise la classe en communauté de savants. Donc il se dit, maintenant, ma classe, mon amphi, il faut que ce soit une communauté de savoir. Alors comment je peux faire pour faire ça, hein? Eh bien, il crée une réalité problématique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas avec des problèmes tout faits, tout problématisés, tout fermés. Hein? Il invente une histoire, l'histoire de la batterie, voilà, ça c'était là. Je vous ai inventé un monde imaginaire. Pendant 5 minutes, vous étiez dans le monde de la batterie. Hein? Okay. C'était pas le monde réel d'une conférence, hein? Bon, mais je vous ai emmené dans un monde imaginaire dans lequel vous pouviez penser les choses, vous pouviez avoir des idées, vous pouviez proposer des choses. Donc il crée une réalité problème. C'est dur, hein, ça, c'est pas facile. Hein. On ne parle pas des difficultés pour le moment, on parle du travail. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont marrants, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils conscientisent leur réalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rendent compte comment moi je regarde le monde. Hein. Donc chacun a sa vision du monde. Hein. C'est pas le monde, c'est pas la réalité initiale. Hein. Mais donc l'idée, c'est de faire en sorte que je pense quelque chose. Avant que le professeur propose quoi que ce soit, je pense quelque chose. Il m'a proposé de réfléchir là-dessus, et moi je le vois comme ça, moi je le vois comme ça, moi je le vois autrement, etc. Et puis, on va lui donner les moyens de s'en sortir, parce que sinon il ne peut pas évoluer. Hein. Donc, il va soutenir des thèses. Il va dire, ben moi je pense que toujours c'est comme ça. Et moi je pense que toujours c'est le contraire. Et puis moi je pense que de la foi, etc. Et puis maintenant, on va cogner, hein, on va essayer de s'expliquer pourquoi est-ce que sur cette même réalité, moi je vois ci, toi tu vois ça, etc. Hein. Donc ça, c'est le débat scientifique. À ce moment-là, ben, le professeur, il n'est pas les mains libres, il ne prend pas parti, mais il structure le débat. Sinon, c'est n'importe quoi. Hein. Et puis à partir de là, eh bien, il met en abîme le texte du savoir. C'est-à-dire, maintenant, il fait cours, mais un cours qui doit, normalement, dire, mais regardez, là, ce que je vous montre, c'est exactement la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Alors, moi, il me semble, par exemple, c'est ce qu'on a vécu, là, dans les 2 jours précédents, hein, où, à des moments, le débat des élèves était tellement extraordinaire que c'était hyper facile pour Yvan et pour moi d'institutionnaliser, parce qu'ils avaient tout dit. Il suffisait de remettre dans l'ordre ce qu'ils avaient dit avant. Ils avaient soulevé les problèmes, et il n'y avait plus qu'à mettre de l'ordre dans le désordre du débat, parce que le débat est forcément désordonné. Et une fois qu'on a fait ça, hein, eh bien, on construit un sens profond. Alors, ce sens profond, vous voyez, il se construit de façon circulaire, c'est-à-dire, on part de soi, qu'est-ce que je pense, je retourne un peu sur la réalité pour voir est-ce que ça correspond à ce que je vis, je vais voir ce que font les voisins, est-ce qu'ils pensent comme moi, oui ou non, et puis là-dedans, ben, il y a un texte du savoir qui est là-dedans, et en faisant ce tour et ce retour, ben, petit à petit, je suis en train de créer un sens profond. Donc voilà, si vous arrivez à vous-même faire vivre ce schéma, vous avez compris l'essentiel. Voilà. Alors, c'est facile à dire, hein. Bon, les professeurs, ils auraient du temps pour eux. Voilà. Quelques votes. Alors, je vais vous faire voter sur 3-4 trucs, non pas pour voter, etc. et tout, simplement pour vous aider à rentrer dans la problématique du débat pour comprendre. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, je tiens le crachoir, je dis des choses, certaines résonnent en vous, d'autres absolument pas. Hein. Certaines, vous êtes tout à fait d'accord, d'autres absolument pas. Et là, les votes doivent vous aider à prendre conscience, voilà, parmi ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, il y a ce truc-là, j'aimerais savoir ce que les autres en pensent, j'aimerais arriver à dire ce que j'en pense. Hein. Donc vous voyez, le but du débat, c'est pas de convaincre, c'est pas de questionner l'orateur, c'est de dire, voilà, j'aimerais partager un peu ce que je crois comprendre. Hein.
Alors, je vous propose le jeu des votes pour vous aider à planter l'endroit où vous avez envie d'intervenir. Hein, okay. Alors, les votes, c'est les suivants. Donc, voilà, pour initier une réflexion dans le débat ou pour comprendre, on cherche à se faire comprendre. J'entends ceci, ça résonne en moi de cette façon, partagez-vous ma vision. Hein, c'est ça l'idée du débat. Hein, d'accord. J'entends ça, pour moi ça fait tilt, je suis tout à fait d'accord ou tout à fait opposé. Je m'en fous, c'est pas du tout le fait d'être d'accord, hein, le débat, pour comprendre. On parle bien la même chose. Hein, et puis est-ce que vous partagez ma vision? Alors, voilà, transformer une classe ou un amphi ordinaire en une communauté de savants, vous semble-t-il raisonnable? Oui, infiniment. Non, trop de contraintes s'y opposent. J'attends d'en savoir plus pour prendre parti, ou autre. On met toujours le autre parce que, quelque part, il y a une prison dans ces questionnaires. Hein. Donc, le autre, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et vous avez tout à fait le droit de discuter avec vos imbéciles dans ces cas-là, hein, si ça vous arrange. Il reste 35 minutes. Donc, on vote assez rapidement, c'est juste pour essayer de nous dire, là, est-ce que j'ai envie de là-dessus, hein? On arrête à 250? Oh, c'est bien, ça monte. Hein. Allez, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hein. Ah, plutôt. Hein. Infiniment. Alors là, je suis infiniment surpris. Ben, c'est quand même une folie, hein, ce qu'on est en train de se proposer. Hein. Et c'est une folie infiniment raisonnable. Hein. Comme toutes les folies, d'ailleurs. Bon, hein. C'est d'être sérieux qui n'est pas raisonnable. Hein. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se lancer dans cette folie. Hein. Ils pensent qu'il y a trop de contraintes et ils ont sûrement des bonnes raisons, parce que des contraintes qui s'y opposent, il y en a des tonnes. Hein. Donc, pour le moment, on fait semblant qu'elles n'existent pas, mais elles existent. Hein, et donc, elles reviendront au galop dès qu'on veut faire quelque chose. Hein. Et puis, j'accepte d'en savoir plus, j'aimerais bien attendre d'en savoir plus, et autres. Donc, pour le moment, on ne vous demande pas de dire, vous reviendrez dessus dans 5 minutes si vous avez envie de revenir dessus. Hein. Deuxième vote. Notre pari sur l'humain. Tout sujet peut partager un désir de sens profond, nécessaire pour exercer son humanité. C'est-à-dire que moi, quand je rentre dans cette amphi ici, je pars de l'hypothèse que vous désirez tous la construction du sens profond sur ce que je vais vous raconter. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ce que je vais raconter, mais vous êtes venus parce que vous avez envie de construire quelque chose. Et donc c'est ça l'hypothèse, hein, c'est dire, je rentre dans une classe, je rentre dans un amphi, je ne connais pas mes élèves, hein, je ne sais pas qui ils sont, et je fais le pari qu'ils ont envie de ça. Allez, à nouveau. Oui sans réserve, oui avec réserve, non autre. C'est bon? Allez. Ah, c'est beaucoup plus mitigé. Hein? Oui sans réserve, oui avec réserve, et ça sera intéressant dans 2 minutes de voir un peu les raisons qui font que certains sont sans réserve et d'autres ont des raisons de mettre des réserves. Non et autres. Hein? Allez, troisième chose. Finalement, pour vous, les résistances les plus importantes de cette organisation de la classe, elles vont venir principalement des professeurs ou des élèves. Parce qu'il y a 2 sujets là-dedans. Hein. Il y a le sujet professeur, qui, vous avez vu, qui change complètement de rôle. Hein, okay. Son rôle est complètement modifié dans ce contrat. Hein, et l'élève, son rôle est complètement modifié aussi. Hein. On lui demande de devenir savant, de se comporter comme un savant. Hein, et le professeur, de laisser ses élèves être des savants. C'est-à-dire plus foutre son grain sans arrêt pour donner son avis. Hein. Oui. Ça va, je vous dis qu'on a 10 minutes de plus. Le retard. Le retard. Oui, genre, on entend tout ce qu'on veut entendre. Bon, allez, on regarde. Alors, des enseignants, des apprenants, autres. Je vous donnerai mon avis après, mais maintenant c'est à vous de jouer. Donc, si quelqu'un a envie de revenir sur un point ou un autre,
hein, pour dire, voilà, ça, pour le moment, je l'ai entendu, et j'ai envie de partager avec ceux qui sont là ce que j'ai entendu, et ce que je pense. Donc Aurélie a un micro là-bas, moi j'en ai ici, vous levez bien la main qu'on vous identifie. J'ai l'impression qu'il y a une main qui se lève là-haut. Hein. Rebaissez-la pas parce que sinon... Et c'est toujours hein, qu'on demande à l'étudiant, hein, c'est dans l'amphi, de lever la main et dire « je pense que ». Alors, je pense que, sur cette question-là, par exemple, j'ai répondu l'autre, parce qu'il y a la résistance de la structure, de l'établissement aussi. On peut freiner toute velléité de transformer les modalités d'enseignement. On voit pas grand chose. Vous pouvez toujours réagir par rapport à ça ou par rapport à... Ça lui fait faire du sport, c'est bien. Non mais elle en a besoin. Ok, ouais. Oui, donc pour réagir par rapport à la remarque juste avant, je veux aussi cocher autre en me disant effectivement la structure est un problème, mais je me dis que la structure étant d'abord une structure de pair, on revient sur le terme enseignant. Voilà, c'était juste donc, ma réflexion qui évolue. Je dis la structure, mais derrière la structure, je vois essentiellement le regard des pairs. Oui. On voit pas très bien ce que t'écris, Marc, en fait. Comment? On voit pas très bien ce que tu écris. Oui, pas très bien. oui, il vaut peut-être mieux pas le voir, mais enfin... Il fait des infos premiers rangs, voilà. Ce qui est important, c'est donc de dire, d'une part, on est dans une structure, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, et puis on a le regard des pairs. Et le regard des pairs, on pourrait dire que dans les deux cas, c'est quelque chose d'important, enfin, le regard des pairs en tant qu'enseignant et le regard des pairs en tant qu'élève. Oui. Ok, on va se lancer. Donc, on s'aperçoit que les réponses, effectivement, se répartissent très clairement entre donc, les apprenants et les enseignants. Mais pour reprendre votre formule, je pense qu'en réalité, ça devrait plutôt être un peu équilibré entre enseignants et apprenants. Donc votre idée, c'est que les résistances, ça viendront des deux côtés. Pas forcément plus d'un côté que de l'autre. Oui? Je pense qu'il y a une résistance au changement lui-même, c'est-à-dire que les gens qui me connaissent savent que la phrase qui m'irrite le plus, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça, ou bah, on a toujours fait comme ça. C'est pas un argument, ça. Il n'empêche que c'est un fait. C'est-à-dire qu'on reste, comme le disait un collègue ce matin, on reste facilement dans sa médiocrité confortable. Changer, c'est toujours un effort. Et que ce soit chez les profs, chez les élèves, chez l'institution, faire différemment, ça veut dire se poser la question d'eux, c'est-à-dire se retrousser les manches, et en plus, prendre le risque de se tromper. Mais je rajouterai juste un point à ce que tu viens de dire, c'est en fait, quand on enseigne, on est très conscient qu'ils ne comprennent pas. Mais tout le monde fait comme ça, hein, donc on n'est pas responsable. Hein. À partir du moment où on dit qu'on voulait qu'on comprenne, et s'ils ne comprennent pas, là, on est complètement responsable. Et donc, ça fait monter le degré de notre responsabilité à un point extraordinaire. Et quelque part, bon, je le dirai après. Sinon, j'interviens là où il faut. Oui? Alors moi, ça me résonnait aussi l'aspect de responsabilité, parce qu'il y a l'aspect éthique. En fait, moi j'ai de la peine à essayer les choses dans ma classe si je ne suis pas certain que c'est au moins meilleur que ce qui se fait de manière classique. Alors, peut-être pour rassurer un tout petit peu, moi je me suis toujours mis comme clause, il ne faut pas que ça soit pire. On n'a pas le droit d'envoyer des élèves au casse-pied. Une année, par exemple, je travaillais avec un collègue en classe de 6e, et puis moi, je travaillais en préparation à la grève. Et un jour, en sortant de la classe de 6e, je me suis dit, c'est terrible, on fait plus de maths avec les 6e qu'on en fait avec les prépas à la grève. Parce qu'en prépa à la grève, je ne faisais pas de débat scientifique. Je précise pour les non-français que l'agrégation est un concours le plus difficile dans les différentes disciplines en France. Alors, Bac plus 4-5.
j'ai trouvé tellement fou ce système que finalement on fasse plus de maths avec les sixièmes qu'avec des gens qui savaient tout. Hein. Je me suis dit, ben, l'année prochaine, je vais faire la proposition suivante. Donc au début de l'année, j'ai dit aux étudiants, j'étais une cinquantaine, ben, une façon de préparer la grève, c'est d'oublier. On va faire des maths ensemble. Si vous n'avez pas envie, ben, vous allez à la bibliothèque, il y a des tonnes de bouquins, etc. Et tout, vous êtes assez grand pour vous débrouiller. Sur 56, il y en a dû avoir 4 ou 5 qui sont à la bibliothèque. Avec les autres, on a fait des maths ensemble, c'était extraordinaire pendant une année. Au niveau de l'écrit, ça n'a rien changé. Mais au niveau de l'oral, ils gagnaient 100 places. Parce qu'ils étaient capables de problématiser leur leçon. Alors, c'est pas pour vendre le débat scientifique, hein, c'est pour dire, en gros, quelque part, on a des garanties que c'est pas plus mauvais. Et on sait que sur le long terme, mais on travaille sur le long terme. Et nous, les enseignants, on est comme les politiques, on veut du résultat à court terme. Et à court terme, quelqu'un qui fait du débat scientifique est plus mauvais. Il y a un étudiant un jour qui m'a marqué, ben, maintenant, ça ne va pas en examen parce que je réfléchis trop. Je pose des questions. Si au lieu de traiter l'examen comme un examen, donc la question d'avant fait la question suivante, etc., et tout, si je veux même poser des questions. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils acceptent qu'il y a un contrat. Bon, je me tais. Oui, Christophe Radou-Pelouse, merci pour ta conférence qui m'a beaucoup interpellé. Elle n'est pas finie, hein. Sans que je sois de remercier. Ma réaction, c'est qu'il y a plein de façons de faire des débats scientifiques. On peut faire, bien sûr, comme nous avons fait dans les jours précédents, des débats scientifiques dans tout un groupe important, éventuellement important, où on peut aussi, soit à l'intérieur d'un grand groupe, soit enfin, différentes tailles de groupes, faire des débats scientifiques à petite taille, typiquement 4 personnes, 5 personnes, etc. Et je pense que, donc ça, moi je le pratique dans un cadre un petit complètement différent de l'amphi, mais on pratique aussi en amphi avec des méthodes qui sont mises en exergue par des gens comme Éric Mazur ou autres, Pire Instruction. L'important, je pense, c'est effectivement que les étudiants aient l'occasion d'échanger entre eux, de s'écouter, de s'exprimer. Et je voulais dire à l'assistance que oui, il y a plein de façons et que oui, c'est passionnant. Oui, je ne vais pas répondre sur la résistance, mais je réfléchis à la difficulté de la mise en œuvre. On voit mieux les gens. Oui, pardon. On entend mieux les gens quand on les voit. Oui, je m'interroge sur la mise en œuvre et je me demande si la batterie, par exemple, c'est pas plus un exercice d'application, même s'il fait réfléchir probablement en profondeur, alors que quand je vois une équation, quand U égale RI, pour moi, le sens profond, c'est plutôt pourquoi c'est U égale RI, pas l'inverse. Quel est le rôle de la résistance? Qu'est-ce que c'est qu'une intensité? Et c'est quand même ambigu la place de ce type de démonstration, aussi frappante soit-elle, par rapport à un réel questionnement sur le sens profond de qu'est-ce que c'est que l'intensité, qu'est-ce que c'est que la tension, qu'est-ce que c'est qu'une résistance. Et tu me montres que, quelque part, pour le moment, le sens profond que tu as construit là-dessus n'est pas celui que je voulais te faire construire, mais c'est ça hein, le problème de l'enseignant. Il essaye de mettre à disposition des gens des occasions de créer du sens profond, et puis les gens vont construire. Hein, et puis peut-être que dans 15 jours, dans 3 semaines, tu reviendras sur ce que tu as compris aujourd'hui et tu le comprendras différemment. Tu vois, j'ai souvent des étudiants qui disent « Oh ben moi, dans l'amphi, je comprends pas, puis des fois dans le tram, ça c'est clair. » Pardon. Qui veut prendre la parole encore? Oui. Ici, ton pas. Ok, bonjour à tous. Marcelin Grandjean, je suis à l'école de management de Strasbourg dans une formation où justement les étudiants ont la grande partie, puisque c'est sans prof, sans cours, donc une formation par l'action. Et moi, ce que je pense, c'est pour moi se comporter comme un savant, c'est comme un saut dans un vide, enfin, dans un espèce de chaos, parce qu'on ne sait pas finalement où est-ce qu'on va sauter, puisqu'on ne sait pas en face les questionnements justement. Et la résistance, moi je la vois vraiment là, elle est sur ne sachant pas, je perds, moi en tant qu'enseignant, ou là moi je suis accompagnateur, tuteur, peu importe comment on m'appelle, mais j'arrive dans quelque chose où je ne sais pas où je vais aller. Donc je perds un peu une espèce de contrôle, et moi je le vois là, et surtout ce que j'aimais bien dans ce que vous dites, c'est
aller chercher la saveur. Aller chercher la saveur, c'est aller se connecter à son émotionnel, aller se connecter à ce qui me fait vibrer émotionnellement. Et d'un sens, c'est afficher mon authenticité ou mes fragilités. Et peut-être que là, je vois un frein, une résistance qui peut avoir, c'est que je vais devoir parler de moi. Et donc peut-être que là, ça peut m'ouvrir à une résistance et peut-être freiner ce côté tout savant. Je ne sais pas comment vous ressentez ce qu'il dit, moi je ressens une sur poil, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est sauter dans le vide, hein, perdre le contrôle que j'ai en tant qu'enseignant, quand je fais mon cours, je sais exactement où je vais, je sais quand est-ce que je terminerai, même si je ne comprends rien, je sais terminer ma démonstration. Et là, je vais partir dans une aventure. Alors, ce qu'il faut, en même temps, c'est vrai, c'est une aventure, puisque c'est des sujets, donc ils ne vont pas forcément dire ce que j'ai envie qu'ils disent. Mais on va essayer de comprendre après qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les êtres humains sont intelligents. C'est pas des quoi. On va prendre une dernière intervention et après Marc va reprendre parce qu'il y a une conclusion à faire. Vas-y. Allez, il y a deux, puisqu'il y a les deux. Heureusement que tu surveilles. Vas-y. Bonjour. De l'autre côté. Oui, allez-y. Coralie de Albi. La question que je me pose par rapport à ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Mais en fait, la question c'est, est-ce que ce type d'innovation pédagogique, si on peut se permettre de l'appeler comme ça, ne va pas profiter encore une fois aux mêmes élèves, c'est-à-dire meilleurs et tout ça? Non. Là, vous disiez la résistance, elles vont venir des professeurs, mais les résistances premières, elles viennent des bons élèves. Ils perdent le monopole de l'être bon. C'est-à-dire que vraiment, vous apercevez que dans un amphi ou dans une classe, on a vraiment besoin de ces gens qui compliquent la vie à plaisir, parce que la vie est compliquée. En fait, quand on résout un problème, il n'est jamais un problème scolaire. Pour résoudre un problème, il faut retirer tout ce qui empêche de le comprendre. C'est ça le vrai travail. Et ça, les mauvais élèves, c'est des génies pour foutre le bazar là-dedans. Et alors là, ils mettent leurs collègues en très grande difficulté. Les bons élèves savent les mots magiques qu'il faut dire pour que le professeur soit content. Ils retrouvent ces mots, il est tout content, ils ont compris. Mais ils ne savent pas se dépatouiller des mots pas magiques que leur propose leur père. Et là, moi j'ai vu des gens ferrailler. Je vous jure que tout le monde y gagne. Pas la même chose à nouveau. Tout le monde va y gagner en dignité. Les bons élèves qui ont des facilités, qui ont des capacités techniques nettement supérieures aux autres, là ils pourront courir toujours plus vite que les autres d'une certaine façon parce qu'ils ont des atouts que les autres n'ont pas. Mais ils vont gagner une profondeur extraordinaire s'ils acceptent de jouer le jeu. Ils vont résister pendant un temps parce qu'ils vont perdre le pouvoir. Ils avaient le pouvoir d'être au-dessus d'une bande de cons. C'est quand même vachement grave, pouvoir se faire une bande de cons. D'accord? Et là, non, ils s'aperçoivent que... Bon. Je ne vais pas plus loin parce que sinon je leur dirai un vite. Ouais. Une dernière. Bonjour, je suis tout en haut au milieu. Bastien, j'avais une question en fait, pour moi c'est plus une question, il y aura peut-être des gens qui vont plus voir ça comme une résistance, mais le débat nous l'a un petit peu montré ici, c'est que finalement ça rajoute un temps par rapport à des choses qu'on aurait pu asséner de manière magistrale. Et finalement, quel est le surcoût en termes de temps par rapport à la même quantité d'informations qui est prise? Le surcoût est total. Moi j'ai souvent travaillé en parallèle avec des collègues, quand je fais un théorème, ils en font 10. Donc 10 à l'heure, moi je fais 1 à l'heure et encore toujours 1 à l'heure. Et le résultat est extraordinaire. Avec des examens communs, on est arrivé à voir que ça ne les désavantageait pas. En gros, dans un cours, vous avez 5 idées intéressantes. Il y a 5 vraies saveurs. Il y a 5 idées intéressantes. Si on a compris ces idées-là, le reste, c'est du pitch. Si on n'a pas compris ces idées-là, rien n'a de sens, mais tout en a parce que l'école est faite pour en donner, même quand il n'y en a pas. Okay. Et donc, quelque part, ou bien vous visez le sens du savant, et à ce moment-là, vous n'avez pas 25 découvertes de savants à enseigner dans un programme. C'est pas vrai. Il y a quelques idées clés qui font que, on ne regarde plus le monde de la même façon. Le monde a changé parce qu'on a changé. Okay. Celle-là, ça vaut le coup de perdre un temps fou dessus, parce que c'est du temps super gagné pour cette année, pour les autres disciplines, et surtout, de mon point de vue, pour le citoyen. Mais quelque part, on a l'impression que l'école n'est pas faite pour le citoyen, elle est faite pour l'école. Comme toutes les institutions, elles se phagocytent pour elles-mêmes, elles travaillent pour elles-mêmes. On travaille pour passer dans la classe supérieure, on travaille pour réussir les examens qui sont faits pour réussir les examens. Mais c'est une sorte de phagocytation de toutes les institutions qui oublient pourquoi elles oublient leurs épistémologies. Pourquoi j'ai été faite?
J'étais fait pour permettre aux gens de regarder autrement le monde, et je leur ai regardé, je leur ai montré comment on ne regardait pas le monde, et on s'enfermait dans l'école, on avait une bonne protection pour ne pas voir le monde. Mais on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas ça méchamment, bien entendu. On le fait parce que tout le monde le fait. Voilà. Tu m'autorises à repartir. Voilà, merci. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut pour tenir en un quart d'heure, mais enfin, pas ce qu'il faut. Il y en a beaucoup trop. Vous avez compris, hein? Bon. Okay. Donc il va falloir que, à des endroits, je vais donner des coups d'accélérateur, parce que j'ai une chose essentielle maintenant à partager. En gros, je vais le dire en 2 minutes, et après ça, comme ça, si je ne l'ai pas dit, je l'aurais dit. Je vous ai dit, pour faire ce genre de choses-là, on a besoin d'avoir un groupe devant soi, un groupe de gens intelligents. Et l'idée, la très mauvaise idée, c'est de penser qu'une bonne classe, ce sont des très bons élèves. Hein. Des gens très intelligents, très rapides, etc. Et tout ça, c'est merveilleux. Hein. Et souvent, j'entends les collègues, ah ben heureusement qu'il y en a un ou deux bons, parce qu'ils tirent le groupe. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ils tirent le groupe? C'est-à-dire que j'ai devant moi 2 personnes qui ont l'air de comprendre, ça me permet de continuer à avancer, les autres qui ne comprennent rien, ça ne fait rien, puisqu'il y en a 2 qui comprennent, je peux avancer. Hein. Ils tirent le groupe. Non. Là, l'idée maintenant, c'est que le groupe se tire lui-même. Hein. Okay. Et donc, il s'agit d'utiliser les intelligences diverses des personnes qui sont là, parce qu'en synergie, ça fait que le groupe est plus intelligent que les membres qui le composent. C'est cette sorte de miracle. Hein. C'est que les gens peuvent se comporter comme des cons quand ils sont guerrières, hein. Et on voit qu'à la méchanceté des hommes, quand ils commencent à se comporter comme des moutons, hein, ils ont la bêtise des moutons quand ils commencent à être comme ça, mais quand ils sont intelligents, ben, ce sont des humains. Et donc c'est autour de ça maintenant qu'on va travailler. Comment faire pour que le groupe soit intelligent, hein. On est d'accord, il y a des résistances, des tas de trucs de l'institution. Pour moi, la résistance, elle est d'abord chez moi. Hein. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je pars dans une aventure, je me rends responsable de quelque chose dont pour le moment j'étais protégé. L'institution me protégeait vis-à-vis de la société. Elle me disait, du moment que tu fais bien ton boulot, que tu as du bon résultat aux examens, tu es un bon prof, hein, on ne va pas te faire chercher des grillettes. Donc j'étais totalement protégé, et là je retire les protections. Donc en retirant les protections, c'est sûr que ça angoisse. Hein. Mais je dis en même temps, on va gagner les protections. C'est-à-dire, on va s'apercevoir que nos élèves peuvent faire la moitié du boulot qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire poser des questions. Nous, on ne peut pas le faire à leur place. Hein. Donc, ils peuvent faire la partie irremplaçable, celle qui consiste à se poser des questions, à rentrer dans la problématique. Ça, c'est leur boulot, et ils ont l'intelligence de le faire. Et c'est ce que je ne pouvais pas faire moi en tant que prof. Hein. Donc, ils font la partie dans laquelle je suis nul. Hein. C'est merveilleux. Hein. Et donc, maintenant, il s'agit qu'ils assument la moitié du boulot, en gros. Hein. Moi, j'ai ma moitié de boulot qui consiste à donner le texte du savoir et de le rendre cohérent par rapport à ce qu'ils ont dit. Ça, c'est un boulot énorme. Et puis, les mettre dans des situations où ils peuvent réfléchir. Hein. Et eux, ils ont à jouer le jeu de dire, voilà ce que je pense. Et à partir du moment où je dis ce que je pense, eh ben, je vais penser autrement. La force et la fragilité du débat scientifique, c'est qu'en fait, je vous ai dit dès le départ, hein, c'est pas simplement un changement de technique d'enseignement. Si c'était ça, ça serait simple. En gros, tout le monde en ferait. C'est un changement au niveau de notre vision du savoir, épistémologique. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir? Quelle est la valeur d'un savoir? C'est un changement au niveau cognitif, hein, et c'est un changement au niveau social et éthique. Alors, épistémologique, vous avez bien vu, en gros, on accepte que maintenant la réalité, on ne peut pas la connaître, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on la connaît. Au niveau cognitif, eh ben, on va utiliser l'idée fondamentale de Bachelard et de Piaget, c'est que, quelque part, ce qui est le plus important est inenseignable. Parce que ce qu'on veut enseigner, c'est un obstacle épistémologique. C'est quelque chose qui va contre ce qu'on pense. Vous entendez dans le débat scientifique tout ce que vous pouvez supporter. Et puis tout ce que vous ne pouvez pas supporter, vous le mettez à la poubelle, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Okay. Donc, oui, vis-à-vis de tout savoir, dès qu'il est consistant, eh bien, on résiste. Puisque ça va contre nos habitudes, ça va contre nos façons de penser, on ne veut pas. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut rencontrer... Alors, l'école gomme les obstacles épistémologiques, elle supprime, hein, avec le jeu des petites marches d'escalier, il n'y a plus d'obstacles épistémologiques. Hein. Le débat scientifique, au contraire, les remet juste sur la table, pour qu'on les ait quand on est tous ensemble. Et après ça, ce qui marche, c'est le conflit cognitif. C'est-à-dire, je pense une chose, je pense son contraire, je pense une chose, et l'autre, qui est quelqu'un de très bien, pense exactement le contraire, et c'est le conflit qui va nous obliger à monter. Hein. Donc, oui, toute cette chose-là, c'est vraiment une révolution, parce que tout professeur qui est gentil, qui a envie que ses élèves réussissent, gomme les obstacles épistémologiques. C'est ça le réflexe. C'est ce que je faisais, moi, avec mes gamins de 6e. Je leur gommais tous les obstacles.
je leur rendais les choses faciles. Du coup, on s'est même le grand plat. Hein, okay, et à partir du moment où j'ai commencé à leur demander d'être auteurs, c'était bien plus dur, mais là, ils ont commencé à rentrer dans le truc. Hein. Donc voilà, les deux revirements du début, puis maintenant on va s'intéresser aux deux derniers, hein, dans le petit bout, le social et l'éthique, qui est basé essentiellement sur la réflexion. Alors, l'école démocratique, eh bien, elle nous a proposé, la Révolution nous a proposé liberté, égalité, fraternité. Il est partout, hein, partout, et il n'est jamais appliqué dans la vie, et il est insupportable à l'école. Ouais, parce que liberté, c'est pas vrai, on n'est pas libre. Hein, et heureusement, c'est pas l'élève qui décide ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein, et je ne propose pas du tout que ce soit l'élève qui décide ce qu'on va faire aujourd'hui. Égalité, mais bien sûr que non, on n'est pas égaux. Mais on est totalement inégaux vis-à-vis du savoir. Moi, par exemple, je suis dyslexique, je ne sais pas faire un calcul. Par rapport à quelqu'un qui fait des calculs, c'est merveilleux. Moi, je suis con comme un boulon, je vais faire 10 fautes, etc. et tout. Mais c'est merveilleux, ça m'a obligé à réfléchir. Okay, puisque je ne savais pas calculer. Hein. Donc, égal, on n'est pas égal. Hein. Il ne s'agit pas de faire semblant, sinon c'est le nivellement par le bas que tout le monde reproche aux pédagogues, etc. Et tout, hein. Et fraternité, eh ben, je ne trouve pas qu'on soit très fraternel. Hein. Parce que celui qui réussit bien, on l'envie, celui qui réussit mal, on le méprise. C'est pas très très fraternel, de mon point de vue. L'école n'est pas fraternelle parce que justement, elle rend les gens en queue d'oignon, les uns derrière les autres. Il y a les premiers, il y a les seconds, il y a les troisièmes, etc. Et tout. Hein, en classant les gens, c'est pas très fraternel. Donc je dis que ce triptyque, il n'est pas adapté à l'école. On veut essayer de le faire vivre, et à chaque fois qu'on essaye de le faire vivre, ben, ce qu'on fait est presque plus mauvais que ce qu'il y avait avant. Avec des très bonnes intentions, parce que c'est merveilleux ça, hein, tout là. Cet idéal des Lumières. Hein. Mais quand on veut le faire vivre à l'école, ça ne marche pas. Alors je propose de le remplacer par un autre triptyque. Hein. Un autre triptyque qui serait la liberté, on le remplace par la responsabilité intellectuelle. Je suis libre de penser ce que je veux, mais je dois pouvoir le penser. Je dois pouvoir le soutenir. Je dois pouvoir expliquer ce que je pense. Je ne sais pas si vous voyez en gros pour le moment le danger avec les réseaux sociaux où n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe qui sans aucune explication, sans aucune raison. Hein. Il y a des gamins qui se suicident parce que les autres ont dit qu'ils étaient exécrables, qu'ils étaient laids, etc. Et tout. Et les autres, ils ont tué sans vouloir tuer. Hein, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité intellectuelle. Ils n'ont pas appris que la parole, c'est aussi dangereux qu'un couteau. Hein. Ça peut faire aussi mal qu'un couteau. Donc, notre travail, justement, quand on va les amener à soutenir des thèses, eh bien, c'est de prendre une responsabilité. Je pense que, et voilà mes raisons. Donc, la liberté, je la remplace par la responsabilité intellectuelle. Hein. L'égalité, eh bien, je la remplace par l'altérité. Hein. Et puis, la fraternité, je la remplace par l'amour, estime, épistémique. Je vais essayer de définir ce qu'il y a derrière ce truc-là. Bon. Alors, on essaie de définir les choses. Responsabilité intellectuelle, je soutiens que, je pense que. Et dans ce que j'énonce, je te respecte. Ce qu'un étudiant m'avait mis, comme ça, souvent au bout de 2 mois, ils mettent sur des petits papiers comment ils ressentent les choses. Il y en a un qui disait, c'était un très mauvais matheux au début de l'année, il détestait les maths. Cette année, je m'épate. Je m'épate. Je commence à me respecter moi-même. Et un autre disait, en amphi, on est projeté dans un autre univers. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que quand on prend la parole, vous voyez, dans un amphi comme ça, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ou si on le dit, ça ne dure pas longtemps. Hein, okay. Donc on est obligé de monter d'un gros cran dans ce qu'on pense pour oser le dire à autrui. Hein. Donc voilà, il y a cette idée de monter dans le niveau de la responsabilité intellectuelle. Et c'est là où je trouve que les grands groupes, alors les petits groupes sont très intéressants pour des tas de choses que je disais tout à l'heure, mais les grands groupes, ils obligent vraiment à cette montée. Entre potes, on peut se dire n'importe quoi, mais avec un grand groupe, je ne peux pas dire n'importe quoi. Ça ne tient pas. Hein. Ok? Altérité. Toi avec qui j'apprends, je t'estime, car je te reconnais, même et différent de moi. Et ça, c'est absolument merveilleux. Il va falloir qu'on ait cette communauté de destin entre nous, consiste à dire, tu es même, toi, tu es même, mais tu n'es pas moi. Et je ne peux pas te désirer. Par exemple, tout à l'heure, tu me dis que tu n'as pas compris le sens profond que j'essayais de donner, et bien je le respecte. Je ne veux pas dire qu'elle est plus con que moi. Bien simplement, elle n'est pas moi. Et donc le processus qui était clair pour moi n'est pas clair pour elle. Point. C'est une réalité. Et ça rend l'autre tout aussi respectable que moi. Ok?
Et puis le troisième, c'est l'amour estime épistémique. Si nous osons exprimer ouvertement ce que nous pensons de même et de différent, cela nous inscrit dans une communauté de destin cognitif. Cette notion de communauté de destin, ça fait des années que j'essaye de la proposer autour de moi, et c'est là où ça résiste plus. Cette idée de communauté de destin cognitif. Vous voyez, pour le moment, l'école est basée sur un refus complet de la communauté de destin cognitif. Il y en a qui réussissent, il y en a qui comprennent, tant mieux. Heureusement, j'ai quelques bons élèves. Les autres ne comprennent pas, tant pis. C'est leur faute, ils avaient qu'à travailler, etc. Et vous avez qu'à être intelligent. Hein. Ça ne me regarde pas. Et là, non. Ce qui va grandir, c'est le groupe. Ou bien on va être une vraie communauté de savants, c'est-à-dire on va pouvoir se parler les uns les autres et se comprendre quand on parle, et pas perdre indéfiniment du temps à revenir sur des choses qu'on a déjà délibérées. Le groupe a monté. Mais personne ne peut s'en sortir tout seul dans cette histoire-là. On est dans un bateau cognitif ensemble. Et à chaque fois que l'autre monte en qualité épistémologique, je monte avec lui. Et à chaque fois que moi, par mes réflexions, en disant des choses qui sont archi-fausses, je fais réfléchir les autres, je participe à la montée du... Voilà. C'est le message que je veux essayer de vous faire partager. C'est sûrement celui sur lequel j'ai le plus de mal à le faire, parce que ça touche à des fibres très intérieures qui nous obligent nous-mêmes à revoir complètement notre affectif dans une classe. Alors, Yvan, dis-moi ce que j'ai le droit de faire. 3 minutes, ce serait bien. 3 minutes. Alors, tu vas m'aider à aller où je dois... voilà, ça tout. Question cruciale. Voilà, je termine par là-dessus. Question cruciale. L'intelligence des groupes dans la construction. Les groupes peuvent-ils être plus ou moins intelligents que les adultes? La question que je vous ai posée tout à l'heure. Et moi, pendant des années, comme j'avais travaillé avec des didacticiens qui ne veulent pas s'occuper de l'affectif, je faisais semblant que ça ne jouait pas. Je faisais semblant. Puis un jour, j'étais en Suisse et il y a un des interlocuteurs qui dit, mais enfin, Monsieur Legrand, vous êtes bien gentil, mais votre truc, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est basé sur l'affectif et vous n'en parlez pas. Ben oui, mais l'affectif, c'est privé. Je dis, ben oui, mais si c'est privé, votre truc. Et c'est vrai. Si on ne tient pas compte de l'affectif, tout ce que je viens de raconter, c'est des balançoires. C'est rouler avec une voiture qui est normalement à 4 roues, mais il en manque une. Okay. C'est pas terrible de rouler sur 3 roues quand on en a besoin de 4. Okay. Alors, qu'est-ce que je veux essayer de dire par là? Le postulat psychologique et affectif est le suivant. Un humain qui veut comprendre ce qu'il apprend dans un groupe n'est jamais indifférent aux autres membres du groupe. Il pense, il réfléchit, il invente, il comprend ou non, dans une conscience forte, qu'il peut être évalué, jugé par autrui, qui pense, réfléchit, comprend, invente comme lui ou différemment. Vous voyez, les gens disent, en cours, les gens ne cherchent pas trop à comprendre parce que justement, on a cette liberté de penser que l'autre ne pense pas. Mais dès que dans un groupe où on veut comprendre, eh bien c'est terrible d'avoir autour de soi des gens qui ont résolu le problème alors que vous n'êtes pas encore commencé à le faire. Souvent à la petite école, le maître n'a pas encore fini de poser la question, que les bons élèves ont la réponse parce qu'ils connaissent les questions du genre vraiment, pas. Voilà. Donc cette idée-là. Alors, si on est conscient que l'autre existe, et que l'autre n'est pas indépendant de nous et qu'on n'est pas indépendant de lui, eh bien à ce moment-là, l'affectif va devenir la variable déterminante. Si cette intime conscience de l'autre est portée par un amour-estime au premier degré, l'amour qu'on aime bien, l'amour possessif, le professeur et les élèves cherchent à se plaire. Le prof fait le malin, il est gentil, j'ai quelqu'un qui donne des bonnes notes, ok. Et les élèves cherchent à plaire à leur professeur. Ils ne parlent pas au professeur, ils ne parlent jamais à leur copain, etc. C'est pas intéressant, ce qui est intéressant, c'est le professeur. Donc il y a des affectifs au premier degré. Ben, si on est dans un affectif au premier degré, c'est assez satisfaisant personnellement. Faire le malin au tableau quand on est prof de maths, c'est facile et c'est très agréable. Mais à ce moment-là, les intelligences et les créativités individuelles sont neutralisées. On a devant soi un groupe d'ectoplasmes. On n'a pas fait exprès, mais on a tout fait pour. D'accord? Donc cet amour au premier degré, il est totalement meurtrier vis-à-vis du sens profond. Parce qu'il faut qu'il y ait du conflit cognitif, et le conflit cognitif, ça ne veut pas dire, je vais dire ça, mais par exemple avec les petits sixièmes, il faut faire gaffe, au début ils votent, ils sont d'accord avec l'autre parce que c'est un copain. Donc il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est un copain, mais je ne suis pas d'accord avec lui, donc je vote non. Je ne suis pas d'accord avec sa thèse, mais lui je l'aime bien.
Et puis l'autre, je ne l'aime pas, mais je suis d'accord avec sa thèse. D'accord? Donc vous voyez, il va falloir changer de niveau d'amour. Hein. Okay. Et par un amour-estime au deuxième degré, un amour-estime épistémique, ben, la synergie entre les intelligences fait que vous avez des groupes qui sont sidérants par rapport aux gens que vous avez devant vous. Je me rappelle toujours un collègue qui était tout à fait contre le débat scientifique, qui était venu voir en première année ce qui se passait. Vous avez regardé, vous avez resté toute l'heure, etc. Et à la fin, il me dit, oh, j'en ferai surtout pas. Mais ce que je suis obligé de vous dire, c'est que moi, qui suis en troisième année, je n'ai jamais des débats à la hauteur de ce que vous avez vous en première année. J'étais obligé de convenir que ces gens étaient intelligents, quelque part, et d'une intelligence qu'ils ne pouvaient pas soupçonner possible en première année d'université. Alors, c'est le concept d'amour. Il s'agit de désigner les relations. L'amour, on essaie de... L'amour, en général, on n'en parle pas, on ne conceptualise pas, parce que c'est trop intime. Mais là, c'est pas intime, puisque c'est nous qui l'organisons, l'affectif, dans la classe. C'est nous, les professeurs, qui organisons l'affectif. Ou bien on le place au premier degré, par nos attitudes, etc. Ou bien on le fait monter au deuxième degré, par d'autres attitudes. Donc ça n'est plus privé, puisque c'est nous qui l'organisons. Et donc il n'est pas légitime de le laisser sous la table. On est obligé de le mettre sur la table et de dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, il s'agit de désigner qui s'établissent entre les membres d'un groupe de sujets qui se reconnaissent comme communauté de destin, le fait de réussir ou d'échouer ensemble dans la co-construction de son profond. Cette idée qu'un groupe peut désirer que le groupe progresse. Ils assument leur intégrité, c'est parce que autrui est comme moi, mais ne pense pas exactement comme moi. Hier, Philippe Berrieux a dit à peu près cette phrase-là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu parce que j'étais sur la longueur d'onde, mais il a dit ça à peu près. Hein. C'est parce qu'autrui est comme moi, mais ne pense pas exactement comme moi, et me l'exprime, que je vais enfin pouvoir comprendre ce qui m'échappe dans ce qui m'échange sur le front avec autrui. C'est parce qu'autrui est différent de moi et qu'il me montre ce que je ne peux pas voir s'il était comme moi, qu'il m'apprend quelque chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.